Bonjour. Aujourd'hui, nous allons faire une lecture séquentielle, une application de la lecture séquentielle sur un poème en prose, Les Fenêtres de Baudelaire. Comme nous l'avons dit la dernière fois, la lecture séquentielle se base sur trois éléments essentiels, la lecture linéaire, le discours et le récit, puis le rythme de récit. Si nous essayons de voir de manière linéaire le découpage en séquences du recueil, le spleen de Paris, nous verrons qu'il est constitué de 50 poèmes en prose, dont Les Fenêtres est le 35e poème. Ce découpage n'est pas regroupé en parties et en fonction d'une thématique, mais en fonction d'apparition des poèmes. N'oublions pas que c'est un recueil posthume, édité après la mort de Baudelaire. Et il est fort possible que, du vivant de Baudelaire, il aurait pu le découper de manière différente. Maintenant, en faisant une lecture transversale des titres des poèmes en prose, nous verrons qu'ils reprennent des thématiques propres au spleen de Paris, qu'ils partagent avec les fleurs du mal, certainement. Ces thématiques sont la mélancolie, ce qui explique le mot de spleen dans le titre du recueil, l'introspection de soi ou la connaissance de soi, parce que c'est cette connaissance qui anime l'œuvre baudelairienne. Puis, il y a l'acte de création ou l'écriture, qui est le but ultime et recherché par Baudelaire. Rien qu'à travers les titres, nous remarquons que la première séquence du recueil est le poème en prose, L'étranger, qui marque l'étrangeté du poète vis-à-vis de l'ordre affectif et social, et que la seconde séquence, intitulée Le désespoir de la vieille, reprend deux archétypes baudelairiens, à savoir le désespoir ou le spleen, et la vieillesse comme image récurrente de la femme. Au moment où le troisième titre est la séquence du Confiteor, de l'artiste qui parle et confesse cette difficulté de créer et de peindre l'idéal de la beauté. Toutes les séquences qui vont venir après tournent autour du spleen, la création et la femme, dont la vieillesse est une des images représentatives, ainsi que l'étrangeté qui fait connaître à Baudelaire une solitude qui l'entraîne dans la mélancolie qu'il explore à la limite de la souffrance et de la vie, et qui peut déclencher et va déclencher la créativité et l'écriture. Il nous est possible de découper les différentes séquences que représente la table des matières en fonction de rapprochements entre les sujets que Baudelaire traite et en fonction de leur récurrence, c'est-à-dire combien de titres traitent la notion, par exemple, de pauvreté. Nous allons trouver ici le joujou du pauvre, nous pourrons trouver les yeux des pauvres, assommons les pauvres, et si on prend comme sujet, par exemple, le regard, que les fenêtres auxquelles nous invitent les fenêtres, par exemple, nous allons trouver le mauvais vitrier, le miroir, ainsi de suite, et on pourrait parler de la vieillesse, on pourrait parler de l'image de la femme, et pour la femme, on pourrait trouver les veuves, on pourrait trouver Mademoiselle Bistouri, on pourrait trouver Portrait de maîtresse, et ainsi de suite. Donc, ainsi de suite, tout cela en fonction de notre objectif initial qui cadre soit le groupement de textes ou de titres dans une problématique ou thématique quelconque capable d'orienter vers certaines hypothèses de lecture. Alors, si notre objectif initial est une lecture des différentes séquences qui constituent les thématiques baudelairiennes, nous allons procéder comme nous l'avons dit tout à l'heure, mais si notre objectif c'est uniquement la séquence des fenêtres, et c'est le cas, nous devons relever sa situation. Il est le 35e poème parmi les 50 poèmes qui constituent le recueil, le spleen de Paris. Son titre, comme celui du miroir qui est le 40e poème, fait appel au regard comme acte créateur et insinue l'introspection artistique, voire celle baudelairienne. Ainsi,
et à travers ces points propres à une analyse linéaire, nous pouvons remarquer que la lecture séquentielle est susceptible de nous ouvrir sur les différentes grilles d'analyse qui constituent la lecture littéraire, notamment la lecture thématique, psychanalytique, sociologique ou autre. Maintenant, le fait que le titre fasse appel au regard comme acte créateur, peut-il nous laisser supposer qu'on est face à un récit? Si vous vous rappelez du cours dernier, à propos de la lecture séquentielle, nous avons dit qu'il y a des indices formels qui peuvent nous aider à différencier entre le récit et le discours. Les indices d'énonciation sont parmi les premiers parce qu'ils marquent l'absence ou la présence de l'émetteur. Si c'est un récit, il va y avoir le « il » comme pronom personnel dominant, et si c'est un discours, c'est le pronom personnel qui va l'emporter. Le texte que nous avons entre les mains commence par celui qui, c'est le pronom démonstratif, qui est accompagné dans le même paragraphe par les pronoms personnels indéfinis, il n'est pas, et ce qu'on peut voir. Ce qui nous permet de dire que nous sommes face à un récit, sauf que cette séquence, malgré le fait qu'elle soit courte, elle va reprendre à partir du deuxième paragraphe le pronom personnel « je », qui va se répéter à 7 reprises tout au long du texte et qui sera accompagné par les indices d'énonciation « tu » et « vous » dans le dernier paragraphe. Ces éléments joints peuvent indiquer que c'est un discours. Mais dans la plupart des textes, par exemple les extraits de romans, les extraits de nouvelles, nous trouverons une difficulté à distinguer entre un récit et un discours, si on se base uniquement sur les indices formels. C'est pourquoi, et en général, on fait appel au découpage fait par le lecteur, en sous-séquence, celui qui nous permet, grâce à la dominance du récit ou du discours, d'opter pour l'un ou pour l'autre. C'est pour cela que nous allons faire notre analyse séquentielle, paragraphe par paragraphe, afin de dégager les sous-séquences et la dominante d'entre elles. Comme nous l'avons dit tout à l'heure, ce premier paragraphe débute par un pronom démonstratif, celui qui ne voit jamais. Et puis, il n'est pas d'objet plus profond. Puis, ce qu'on peut voir au soleil est toujours moins intéressant. Dans ce paragraphe, le sujet traité est la fenêtre dont le poète parle en donnant son point de vue que nous pouvons relever au niveau des indices d'énonciation et de leur progression en parallèle avec la notion de fenêtre. Ce nom, fenêtre, est répété à 3 reprises avec le déterminant indéfini une, avant d'être repris par un terme associé, une vitre, puis par la métaphore, ce trou noir ou lumineux. Ces 2 reprises sont une progression linéaire de l'objet fenêtre qui, une fois, donne l'accès à l'imagination, et il n'est plus indéfini par le déterminant une, mais il devient présent de par la métaphore créatrice, ce trou noir. Et grâce au démonstratif ce. Cette progression linéaire va en parallèle avec les verbes dénotant le regard. En effet, le verbe regarder est cité à 2 reprises au même titre que celui de voir, sauf que ce dernier est utilisé dans des phrases comparatives grâce à autant, plus et moins. Moins que. Mais dans une tournure, ils sont utilisés dans une tournure négative qui annule la dimension améliorative de l'intérêt et de la fécondité de l'objet. Fenêtre fermée. Ce qui nous permet de dire que le regard posé ici est un regard pensant qui ne voit pas les choses, surtout les fenêtres, dans leur matérialité, ni dans leur clarté et limpidité. Tout cela se fera dans un temps présent atemporel à valeur de vérité générale, ce qui explique à notre avis l'utilisation d'indices d'énonciation indéfinis, même s'ils marquent une progression
vers le regard introspectif. Dans la dernière phrase, où vit la vie, rêve la vie, souffre la vie, on verra qu'il y a ce regard tellement introspectif et qui permettra le changement d'indice d'énonciation. Une progression qu'on verra à travers cela qui nous a fait passer de l'indice spatial dehors, qui est utilisé dès la première phrase, vers le démonstratif spatial, ce, dont la métaphore, ce trou noir ou lumineux. On a l'impression que ce paragraphe représente cette ambition qu'avait Baudelaire en annonçant dans sa lettre à Arsène Hussein, le miracle d'une poésie qui s'adapte au mouvement lyrique de l'âme et aux ondulations de la rêverie. Parce que ce poème, il s'adapte au mouvement lyrique de Baudelaire, il s'adapte aux ondulations de sa rêverie, parce que la dernière phrase de ce paragraphe reprend dans un groupe ternaire la progression de tout le paragraphe. Son rapport à la réalité, que représente d'abord l'objet fenêtre, puis la vie et le rêve de la souffrance, qui sont le but de Baudelaire et le but de son introspection. Le rapport à la réalité apparaît dans les prépositions utilisées dès la première phrase, du dehors à travers, quand il va dire « celui qui regarde du dehors à travers une fenêtre ouverte ». Ces locutions « dehors » et « à travers » montrent le désir de pénétrer à l'intérieur d'un lieu. La fenêtre n'étant pas celle d'où l'on observe, mais celle qui donne accès à ce qu'il y a derrière la vitre. Et qu'est-ce qu'il y a derrière la vitre? Celui qui vit la vie. Une fois que la fenêtre permet l'introspection et permet permet la rêverie et l'imagination, il y aura l'utilisation de la préposition dans ce trou noir que connote la fenêtre. Elle est le lieu de la vie, le lieu de la rêverie et de la souffrance et permet de déclencher l'acte créatif. C'est pour tout cela que nous dirons que cette première sous-séquence est une sous-séquence réflexive. Elle s'ouvre sur la vie, la rêverie et la souffrance que nous pouvons voir dans le second paragraphe. Mais elle est toujours une sous-séquence réflexive, même si le point de vue de l'auteur, il est présent, mais de manière implicite, en faisant l'éloge, par exemple, de la fenêtre fermée, qui apparaît dans les comparaisons ou à travers les adjectifs de description. Les adjectifs, par exemple, mystérieux, fécond, ténébreux, etc. Le deuxième paragraphe, quant à lui, il annonce une progression à thème constant, puisque le pronom « je » est repris de phrase en phrase, en détaillant l'expérience personnelle. D'abord, apercevoir quelqu'un, j'aperçois une fin. Deuxièmement, refaire son histoire, et j'ai refait l'histoire de cette fin. Et troisièmement, se la raconter en pleurant, en disant « je me la raconte à moi-même ». Le complément de phrase à tournure métaphorique qui évoque un lieu par-delà, quand il va dire au début « par-delà des vagues de toi », doit être interprété en fonction de la situation physique du locuteur, qui regarde et en rapport avec le paragraphe précédent. Il marque d'abord un éloignement du premier paragraphe, puis une élévation face à la réalité aperçue à travers une fenêtre pour mieux se rapprocher du jeu du narration qu'il utilise de façon insistante quand il va dire « je me la raconte à moi-même ». Donc, il va répéter, il y aura le je, me, moi et même. C'est une insistance du je. Comme nous l'avons signalé dans le premier paragraphe, le regard pensant sera décrit à travers la succession des verbes de perception, regarder et voir. Mais dans ce paragraphe, ils seront relayés par le verbe apercevoir, qui connote la visibilité non claire de la vieille femme, ce qui explique le fait de refaire son histoire ou plutôt sa légende. D'ailleurs, c'est parce qu'il n'est pas clair
qu'il va être une légende. Il est basé sur des faits réels, des faits tirés de la réalité. Ils ne sont pas imaginaires et c'est en rapport avec la femme, mais il va développer tout autour des faits fictifs, d'où il va dire légende, ou plutôt sa légende. Alors, dans une rêverie créatrice écrite au présent, parce que le poète vit amplement cette situation, il va reprendre l'histoire de cette femme. Les événements racontés se passent vraiment, et ce choix du présent de narration avec une phrase descriptive de la femme renvoie à une sous-séquence narrative. Donc, le second paragraphe est une sous-séquence narrative qui connaît une accélération du rythme grâce à deux procédés du sommaire et le procédé de l'ellipse. Alors, l'ellipse, elle est remarquable par rapport à l'histoire de la femme, mûre, qui n'est pas racontée. Tout tourne autour de la femme, mais son histoire, au fait, elle n'a pas été racontée. Parce qu'elle n'est pas importante pour l'évolution de la rêverie et de l'écriture, du moins baudelairien. N'a-t-il pas dit dans le dernier paragraphe, qu'importe ce que peut être la réalité placée hors de moi, la femme, c'est la réalité. Et elle est placée hors de lui. Donc, elle importe peu et il va s'en passer, il a passé son histoire sous silence. Alors que le sommaire, il est présent en rapport avec deux éléments. Le premier, c'est celui de la description sommaire de la femme, qui garde un mystère fécond, qui permettra la création, parce que cette femme, elle n'a été décrite que de manière générale, une femme mûre, ridée, pauvre, qui ne sort jamais, penchée sur quelque chose. Donc, avec, comme il le dit lui-même, avec presque rien. C'est anodin ce qu'il a comme élément pour décrire la femme. Et dans ce cas-là, il y a, je dirais, un procédé sommaire par rapport à l'histoire de la femme et la description de la femme. Mais on ne retient de cette description sommaire de la femme que le moyen désigné par la préposition « avec ». C'est par le biais de l'anaphore, comme vous allez voir, qui est la répétition du complément circonstanciel de moyen « avec », c'est à travers lui que le narrateur appuie sur l'importance du moyen qui déclenche l'écriture et qui est sans doute anodin, parce qu'il va dire avec son visage, avec son vêtement, avec son geste, avec presque rien, j'ai refait l'histoire de cette femme. Donc, tous ces éléments qui sont sans doute anodins, vagues, mystérieux et non clairs, mais ils sont magnifiquement féconds et créatifs parce qu'ils permettent à Baudelaire d'écrire son poème. Et c'est uniquement à ce moment-là où le ton y change, du présent au passé composé, j'ai refait, qui est un indice formel du discours. Toutefois, il est utilisé ici pour indiquer un événement passé qui a une incidence dans le présent, ce qui explique qu'il soit suivi par le verbe « je me la raconte », qui est au présent. Nous pouvons déduire de cela que l'introspection sur laquelle ouvre la fenêtre ouvre notamment sur une créativité portée vers le jeu comme dans un récit autobiographique, même si cet extrait n'en est pas un. Par contre, la créativité ou l'écriture poétique, elle se déclenche par l'objet, se construit par le regard pense et par la narration et l'acte de l'écriture lui-même. Bref, malgré les différents indices du jeu et du temps, présent et passé composé, le second paragraphe est une sous-séquence narrative qui inclut la description malgré le fait qu'elle soit vague et sommaire. Donc, malgré l'utilisation du jeu, malgré le présent, le passé composé qui sont des indices du discours, nous allons dire que là, c'est une sous-séquence en rapport narratif, sous-séquence narrative.
Justement, elle est narrative parce qu'il y a dans le sommaire et il y a l'ellipse comme deux procédés du récit qui vont être utilisés ici. Le troisième paragraphe, constitué d'une seule phrase, même s'il utilise toujours le pronom personnel, toutefois le temps employé ne sera plus le présent, mais le conditionnel passé, si ce était, et le futur antérieur, j'aurais refait. Ces deux temps sont parmi les indices formels d'un récit et ont une valeur d'irréel du passé. C'est cette sous-séquence qui débute par une subordonnée hypothétique, si, qui brise la succession du récit établi dans le paragraphe précédent et représente en fait une sous-séquence aussi narrative qui décrit l'aisance de l'écriture, de l'histoire ou de la légende. Le quatrième paragraphe, aussi court que le troisième, mais tous les deux ils sont liés par un organisateur logique, même s'ils sont syntaxiquement très différents. Le lien logique est, qui débute le quatrième paragraphe, et pour concorder cette succession entre le fait la création, j'aurais fait, et entre celui de l'identification libératrice qui en découle. Parce que Baudelaire, une fois que l'histoire a été refaite, il s'identifie à la femme et il s'identifie à sa souffrance. Et c'est pour cela qu'il va dire « fier d'avoir vécu en d'autres que moi-même ». Et je me couche fier d'avoir vécu en d'autres que moi-même. Et c'est par cette identification que le récit est conclu. Le cinquième paragraphe et le dernier est un dialogue fictif où le poète s'adresse au destinataire, qui est son lecteur, à qui il prête un discours direct. Le verbe de parole, me direz-vous, évoque le moment où le lecteur lira le poème. L'adverbe de modalité peut-être en tête de phrase, laisse voir le doute du poète sur cette situation hypothétique. Le doute réapparaît dans la phrase interrogative prêtée au lecteur. Es-tu sûr? Qui porte sur l'expérience racontée. À cette question, le poète répond par une phrase interrogative, quoique de tournure déclarative. Ce dialogue fictif qui reflète son propre questionnement intérieur confirme que ce paragraphe est une sous-séquence dialoguée. Si on dit dialoguer, c'est que c'est un dialogue entre le poète et le lecteur potentiel. C'est ce qui explique l'utilisation de vous, mais aussi un dialogue entre le poète et lui-même. C'est ce qui explique, à notre avis, le tutoiement qu'il va y avoir lieu. Et ça, on pourrait se référer aussi au pacte établi entre Baudelaire et entre le lecteur qui pourrait reprendre ce tutoiement et l'expliquer aussi. Maintenant, si nous essayons de voir les sous-séquences dominantes, nous verrons qu'il y a une seule qui est dialoguée, ce qui nous permet de dire que nous sommes face à un récit où s'imbriquent deux histoires, celle de la vieille femme pauvre et déjà ridée et celle du narrateur poète qui s'identifie au personnage, qui refait son histoire, se la raconte, vit et souffre à travers elle. Alors, si nous voulons analyser le rythme, il faut se dire que l'histoire de la femme n'est pas racontée, mais elle reprend sommairement quelques signes anodins qui valorisent la subtilité réceptive de l'observateur. Quand il va dire « avec presque rien, j'ai refait l'histoire de cette femme », mais l'histoire de la femme est passée sous silence, alors que le temps de narration et le temps pris pour raconter l'expérience de l'acte de création du poète est plus long, ce qui souligne l'intensité intrigante de la rencontre avec soi-même. Pour conclure, on ne peut conclure que par cette question qui me paraît réflexive en elle-même
S'il importe peu au poète la vérité ou la fausseté de ce que pense le lecteur, doit-il nous importer beaucoup de savoir qu'il soit récit ou discours?